Alors, on va continuer à faire de la musique, cette fois pas avec notre voix, nos voix ensemble, mais avec notre respiration et la respiration collective aussi. Quand on vient dans un week-end, ce qui est chouette, c'est que peut-être on pratique à la maison tout seul, peut-être qu'on respire dans le métro, dans le tram ou dans la voiture, dans les embouteillages. Et puis là, quand on est à 30 dans une salle, il y a notre respiration, il y a mon énergie de pleine conscience que je génère, qui est multipliée par 30. Hein. Ce qui fait que je peux, moi, me reposer dans l'énergie collective. C'est pas juste la mienne qui me nourrit. Hein. C'est pas juste la mienne qui me solidifie, mais c'est aussi toute l'énergie collective qu'on génère ensemble, dans lequel je peux vraiment prendre refuge, me reposer et prendre refuge. M'abandonner. Hein. Quelque chose où je sens que c'est pas juste moi qui dois faire le travail. Il y a un truc qui est un petit peu effortless, sans effort. Je respire, il y a d'autres gens qui respirent. Alors, on va continuer à respirer comme ça et de voir que c'est vraiment la respiration, c'est un rythme vital de notre corps. C'est un rythme vital des arbres. La planète est remplie de ce rythme de respiration différente qui se manifeste pour chaque espèce différemment et qui s'internourrissent aussi. Hein. Du coup, de prendre refuge et de m'établir profondément dans cette respiration, dans la respiration collective, et de me reposer dans ma respiration et dans la respiration collective.
Cher tout le monde, on est aujourd'hui le 4 novembre 2023 et c'est le deuxième jour de notre week-end de retraite dans ce lieu qui porte fort bien son nom, de Beausite. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. Je trouve que le lieu se porte bien à ça aussi. On a envie de se mettre au coin du poêle avec une tasse de chocolat chaud et de se raconter des contes. Alors, je voudrais commencer avec ça. C'est une histoire que j'ai entendue, Thai, quand je vais mentionner de temps en temps le mot de Thai. Thai, ça veut dire enseignant ou maître en vietnamien, et c'est le mot qu'on utilise pour parler de Thich Nhat Hanh. J'ai entendu donc Thich Nhat Hanh raconter cette histoire et je l'ai entendue juste une seule fois. Et c'était lors d'une retraite israélo-palestinienne qui a eu lieu au début des années 2000. Je pense que c'était 2003, en 2003 il me semble. Au village des Pruniers, on recevait beaucoup à un moment des groupes israélo-palestiniens. Et la communauté du village des Pruniers continue à y aller. Il y avait d'ailleurs un groupe de frères et sœurs juste avant qui sont partis le 9 octobre de cette année. Et cette histoire est venue hier et je me suis dit que dans les circonstances actuelles, voilà, je trouve que c'était un bon moment aussi de la raconter. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna et qui vit dans un village où elle a toujours vécu. Elle est née là-bas, ses grands-parents sont nés là, ça fait des générations qu'ils habitent dans ce village. Et c'est vraiment leur home, c'est vraiment chez elle. Chez elle. C'est le chez elle de plusieurs générations, un lieu où elle s'est toujours bien sentie. Elle a ses endroits préférés où elle aime aller regarder, elle a ses arbres préférés. Il y a une jolie rivière qui coule, elle a son endroit préféré où elle aime aller regarder la rivière. Et cette jeune femme, Anna, elle grandit et au fil des années, il y a quelque chose qui se passe dans son village qui change. Là où il y avait de l'harmonie, il commence à y avoir des conflits. Il y a des amis à elle qui allaient bien et qui commencent à ressentir de la dépression, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Beaucoup d'anxiété. Il y a même certaines de ses amies qui ont de la peine à savoir comment continuer à vivre. Vraiment des choses difficiles. Elle a vraiment de la peine à gérer et à voir ce lieu qu'elle aime devenir un lieu souffrant. Et un jour d'hiver, où il neige, où il a neigé depuis déjà une semaine, elle décide d'aller dans son lieu préféré à côté de la rivière et de s'asseoir. Et tout est silencieux, tout est enneigé, il y a un petit peu de glace sur le bord de la rivière. Et simplement, elle s'assoit. Et puis, elle réfléchit à tout ce qui se passe. Elle se demande, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que toute cette souffrance vient? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire? Parce que face à beaucoup de souffrance, elle se sent helpless. Elle ne sait pas quoi faire. Et alors qu'elle regarde la rivière, tout d'un coup, il y a quelque chose qui attire son attention dans l'eau. C'est des pétales de fleurs de cerisier. Et elle se dit, mais comment est-ce qu'il peut y avoir des pétales de fleurs de cerisier alors qu'on est en plein milieu de l'hiver? D'où est-ce que ça vient, ça? Et donc, elle décide d'aller découvrir d'où viennent les pétales de fleurs de cerisier. Elle prend son petit baluchon et elle suit le cours de la rivière pour aller essayer de trouver s'il y a pétales de fleurs de cerisier, ça veut dire qu'il y a aussi cerisier, d'accord, en fleurs. Elle veut essayer d'aller trouver ces cerisiers en fleurs. Et elle marche pendant plusieurs mois. Et un jour, elle arrive au pied d'une montagne.
Et puis elle voit, c'est cette rivière qu'elle a suivie à travers plein de paysages différents. Mais elle voit que voilà, il y a la source qui vient d'en haut de la montagne. Et elle décide donc de monter sur cette montagne et d'aller à cette source. Et elle commence l'escalade de la montagne, ça monte dur, elle est fatiguée, puis elle a soif. Et enfin, elle arrive dans un lieu complètement magique, où en effet, il y a plein de cerisiers qui entourent un bassin d'eau, qui est la source de la rivière. Un bassin d'eau avec des cailloux comme des joyaux. Des cailloux de toutes couleurs, plein de couleurs différentes, vert et bleu et rose, qui shine, qui brillent. Je vais avoir besoin de votre aide de temps en temps parce que le cerveau n'est pas complètement là. Du coup, s'il y a les mots en anglais qui viennent de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de traduction simultanée. Merci. Plein de ces petits cailloux qui brillent comme ça dans l'eau. Et autour, toutes ces rangées de cerisiers en fleurs. Et avec une légère brise, les pétales tombent dans la source et qui descendent la rivière. Elle se dit, ça c'est ça, j'ai trouvé ces cerisiers en fleurs qui fleurissent en plein hiver. Et elle est quand même un peu fatiguée du voyage. Et donc elle s'allonge, elle décide d'abord de boire de l'eau parce qu'elle a bien soif. Donc elle prend un petit peu d'eau dans ses mains et puis elle boit un peu d'eau de cette source qu'elle trouve qu'elle a jamais goûté une eau aussi douce, aussi sucrée, aussi rafraîchissante. Elle sent que ça la rafraîchit de l'intérieur, vraiment. Et elle s'allonge sur le banc de la rivière et puis elle s'endort parce qu'elle était bien fatiguée quand même après toute cette longue marche. Et le soulagement d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle ne savait pas, cette jeune Anna, c'est qu'elle est arrivée sur sur une montagne où il y a des dieux qui habitent dans cette montagne. Et ces dieux, ils la voient, ils sortent un petit peu de la forêt, ils la voient qu'ils sont endormis. Et puis il y en a un d'entre eux qui va chercher 2 petits cailloux, vert émeraude, dans la source, dans l'eau, et qui change les yeux d'Anna. Alors c'est complètement painless, hein, c'est une opération sans douleur aucune, et qui lui change ses yeux, qui lui met ces 2 cailloux émeraude à la place des yeux. Et puis il la laisse dormir. Et puis pendant qu'elle dort, une autre chose qu'elle savait pas, c'est que généralement s'il y a des dieux dans le coin, il y a un petit peu de magie quand même. Et que cette eau qu'elle a bu, c'est une eau magique aussi. Et cette eau magique, ce qui est en train de se passer dans son corps, c'est que c'est en train de lui transformer toutes les cellules du corps. C'est en train de transformer les cellules de son système digestif, c'est en train de lui transformer les poumons, c'est en train de lui transformer les cellules de la peau, des muscles, de ses organes, de ses os. Ça transforme tout. Et après une bonne 2 heures de sommeil, elle se réveille. Et puis elle ouvre les yeux. Puis elle se dit, c'est drôle, j'étais là et puis j'ai l'impression de voir ça pour la première fois, tous ces cerisiers, c'est magnifique. Tous ces arbres autour de moi, ils ont une couleur et puis une vibrancy, ça vibre d'une manière différente, toutes ces formes. C'est comme si je voyais pour la première fois. Et elle se sent hyper nourrie de toute cette beauté autour d'elle. Et puis elle entend, il y a une brise qui fait chanter un petit peu les feuilles dans les arbres. Et ce son, c'est comme une musique. Il y a des petits oiseaux qui chantent. Elle a l'impression d'entendre ça pour la première fois. Et elle a raison, parce qu'elle a des yeux nouveaux. Elle a toutes les cellules de ses oreilles qui ont changé aussi. Donc elle entend vraiment les choses pour la première fois. Et puis il y a des senteurs, des parfums, les parfums de la forêt, de l'humus de la forêt.
des parfums de champignons. C'est un peu toutes les saisons qui sont mélangées hein, sur sur la montagne des dieux. Il y a les champignons, la neige, les cerisiers, tout en même temps. Des senteurs de la forêt, comme si elle avait jamais senti à quel point ça sentait bon. Tous ses sens, tous ses sens sont en éveil d'une manière qu'elle avait jamais ressentie. Du fait que tout son système a été transformé par cette eau magique de la forêt et de la montagne des dieux. Et puis, il y a les dieux qui sortent de la forêt et qui lui racontent un petit peu ce qui s'est passé. De comment ça se fait qu'elle est en train de découvrir les choses comme pour la première fois. Et de se sentir tellement nourrie et profondément bien, hein, qu'il y a une grande paix qui s'installe à l'intérieur d'elle-même. Il y a beaucoup de joie, mais une joie profonde, pas une joie excitée dans l'excitation, une joie profonde, un bonheur profond qui est installé dans chaque cellule de son corps, de tranquillité profonde. Et puis les dieux lui racontent que c'est ça, qu'elle a pris de l'eau, qu'elle a bu cette eau, qui l'a changée profondément, cellulairement. Et elle veut rester. Hein. Moi, je reste avec vous, ça me va très bien. Et il me dit, tu peux rester avec nous pour une semaine, mais après, il va falloir rentrer chez toi. Il va falloir rentrer dans ton village. Mais tu vas pas rentrer toute seule. Tu vas rentrer et puis on va te donner une petite gourde, un petit thermos d'eau magique. Et que tu peux faire boire à chaque personne que tu vas rencontrer. Et comme c'est un thermos qui vient de la montagne des dieux, c'est aussi un thermos magique qui fait que c'est une eau, c'est un thermos qui sera toujours plein. Peu importe, c'est limite plus on en donne, plus ça se remplit. Alors elle se sent un petit peu soulagée quand même de se dire ok, si je rentre avec le thermos, ça devrait aller. Et elle reste une semaine et elle profite pleinement et elle se sent régénérée. Elle se sent qu'elle a assez de force pour retourner dans son village, pour retourner là où il y a des conflits, pour retourner près de sa famille qui est aussi en souffrance, pour retourner près de ses amis et de leur redonner le goût de vivre. Et c'est ce qu'elle fait. Quand j'ai entendu cette histoire, c'est une histoire qui est restée, c'était il y a 20 ans maintenant. C'est une histoire qui est restée complètement gravée à l'intérieur de moi. Complètement gravée à l'intérieur de moi. Et Uta, il parlait de... Quand on parle de l'eau magique, c'est évidemment des symboles, hein, des choses qui sont jolies dans des contes, mais qui ne sont pas juste jolies dans les contes. Et quand on touche la puissance de ce que être conscient, de ce qu'une respiration peut faire, de ce qu'un pas en pleine conscience peut faire, mais c'est exactement comme de l'eau magique. Ça peut changer. Ça nous change, ça me change intérieurement. Et puis ça change mon environnement. Et que c'est quelque chose qu'on peut aussi partager avec d'autres. Hein, une fois qu'on le touche soi-même, comment de revenir à ma respiration, comment de revenir à mon corps, comment de revenir à mes sensations, à mes émotions, à ce qui est là, et de simplement être avec, de simplement être là pour moi, être là avec cette magnifique neige qui tombe et qui fait que les mélèzes deviennent de plus en plus blancs. Simplement être avec la beauté. Qu'est-ce que ça me fait? Être avec ce silence qui est là en ce moment. Et me laisser imprégner de ça. Me laisser nourrir et me laisser guérir. Et il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Et peut-être je le fais pour une petite respiration, mais si je le fais pour une petite respiration, je peux le faire pour 2.
Et puis je peux le faire pour 3. Et puis je peux le faire pour 5 minutes. Et plus je garde cette présence, plus je garde cette pleine conscience, cette attention et cette concentration dans le moment présent vivante, si je regarde la neige tomber comme ça, sans penser à les choses qui peut-être me soucient, simplement en étant profondément dans ce moment présent, et ben, au bout de 5 minutes de regarder la neige tomber, il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de moi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, qui n'est pas compliqué, qui est certainement très peu cher à faire et qui est toujours disponible. Que notre respiration et notre capacité à revenir à nous-mêmes par le biais de la respiration, par le biais des pas, en me mettant en contact avec ce qui est beau autour de moi, c'est quelque chose qui est toujours disponible et que je peux faire à tout moment. Peut-être on peut écouter un son de cloche et regarder la neige tomber. Enfin, vous regardez la neige tomber, moi je la regarde là-haut. De voir qu'il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à faire. Simplement être là, nourri par ce moment présent. Il y a un texte qui est très vieux, qui date d'il y a plus de 2600 ans et qui est très simple, qui a été écrit de manière très très simple comme exercice de respiration. C'est
un texte qui s'appelle le Sutra de la pleine conscience de la respiration, que le Bouddha a énoncé plusieurs fois pendant sa carrière d'enseignant, et qui est toujours étudié à l'heure qu'il est, et qui a été on a beaucoup repris au village des Pruniers, et que Thich Nhat Hanh a beaucoup étudié et amené des éléments pour pouvoir qu'il soit relevant, pertinent dans notre société moderne actuelle. Merci. Et j'ai entendu Thich Nhat Hanh dire beaucoup que le jour où il a découvert le sutra de la pleine conscience de la respiration, c'était comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Qu'il y a tout qui s'est un petit peu mis en place. Et qu'il s'est senti l'homme le plus riche de la Terre. Hein, le plus heureux et le plus riche de la Terre. C'est un texte qui est étudié plus dans les traditions Vipassana, dans les traditions Theravada, plus de l'Asie du Sud-Est, et moins dans les traditions justement dont lui faisait partie, hein, du Mahayana ou du Zen. Et c'est aussi une particularité de la pratique et de son enseignement, c'est qu'il a vraiment intégré ce sutra-là, cette pratique-là de la respiration consciente et de l'intégration de la respiration dans la vie quotidienne aussi. Comme Jackson disait, pas seulement sur le coussin et dans l'assise. Et c'est un sutra qui commence très simplement, hein, par simplement devenir conscient de la respiration. J'inspire, et je sais que j'inspire, j'expire, et je sais que j'expire. Je ne suis pas confuse de c'était quand l'inspiration et l'expiration, je sais que là c'est une inspiration, et là c'est une expiration. Conscient de la respiration. De devenir conscient de la respiration. De rapporter, on en a parlé et on va continuer à en reparler parce que c'est la base. Hein. C'est la base. Je disais hier, c'est la respiration, c'est vraiment la voie royale de ramener notre esprit qui est toujours en balade et en vadrouille. Et c'est malheureusement la société dans laquelle on vit et toute cette révolution technologique et les téléphones et les ordinateurs et tout ça, ça nous aide beaucoup à nous échapper et à pas revenir à cette respiration, à pas revenir à ce corps, mais à être toujours ailleurs, à être toujours dans demain, à être dans toutes les choses que j'ai pas faites hier, dans toutes les choses que j'aurais dû mieux faire aussi, avec tous les jugements que ça peut apporter aussi, mais de pas être maintenant. Ce que cette respiration-là, elle fait, ce que cette revenir, ça paraît très très simple. On dit ok, ben c'est bon, revenir à l'inspire, inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. And what? Hein? Il y en a d'autres après, mais que si celle-là, on l'a pas, les autres, on va avoir de la peine à être avec. Hein, c'est de vraiment cette première respiration de base, de dire ok, j'inspire. Et j'expire. Et ce qui se passe quand je fais ça, c'est que tout d'un coup, là, je reviens dans ce moment. Hein. Je génère une énergie de pleine conscience qui me permet d'être dans le moment présent. Et du coup, de ne pas être dans le futur, ou dans le passé, ou dans mes peurs, ou dans mes soucis. Non, mon attention est portée sur la respiration. Je me souviens, je marchais dans les montagnes en Ardèche, il n'y a pas très longtemps. Et puis, ma tante était un petit peu, pas ma tante, mais ma tante, était, je disais, il y a ma tati qui est là, c'est pour ça. Ma tante était un petit peu un peu haut. Et puis, le soir, on devait rentrer avec la lumière du téléphone. Et puis, c'est un endroit que je connais pas super bien. Et je rentrais toute seule dans ces montagnes d'Ardèche avec les bruits des châtaignes qui tombent de temps en temps, on ne sait pas trop ce que c'est. Et moi, je suis à la base, je suis
née et grandi en région parisienne, du coup, je sens la citadine en moi qui est forte, hein. J'adore la nature, je me sens complètement bien en nature, mais je sens qu'il y a aussi une citadine profondément ancrée à l'intérieur, qui donc était un petit peu pas complètement à l'aise dans cette forêt la nuit avec ces bruits bizarres. Et je sentais la peur qui montait, qui disait, mais attends, s'il y a un sanglier, s'il y a quelque chose, on ne sait pas, les gens du village, on ne les connaît pas. Je sais, il y avait sentiment de peur, hein, j'entends des choses, après il y a un sentiment qui monte et hop, il y a le cerveau qui prend et qui te raconte que des histoires, qui fait amplifier la peur, hein. Alors je vous dis, ok, dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir à la respiration. On peut revenir au pas. Là, j'étais en train de marcher. Du coup, mes pas étaient quelque chose qui était là et dans lequel je pouvais vraiment prendre refuge, hein. Tout comme dans la respiration, de prendre refuge dans mes pas. Ça fait que mon cerveau, il descend dans le lieu le plus loin de mon cerveau, sous la plante de mes pieds, et d'être simplement consciente de mes pas et de ma respiration alors que je marchais. Et ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que si j'ai mon attention sur mes pas et sur ma respiration, j'ai plus mon attention dans mon cerveau qui rumine et qui me fait peur, hein. C'est juste que mon attention est posée ailleurs. Du coup, il n'y a plus de place pour ça, tout simplement. Parce que c'est comme si je regarde de ce côté-là, si le sanglier qui était là, je ne le vois pas, on est d'accord. Notre attention est ailleurs. Ça ne veut pas dire que le sanglier, il n'est pas là. Dans l'occurrence, il n'y avait pas de sanglier. Mais ça ne veut pas dire que la peur n'est plus là. Si j'arrête, si tout à coup mon attention n'est plus sur mes pas, je ressens la peur qui est là aussi. Mais je décide consciemment de mettre mon attention sur autre chose, qui est ma respiration, qui est mes pas. Et à ce moment-là, c'est vraiment autre chose qui se passe, hein. C'est vraiment autre chose qui se passe. Du coup, cette conscience de la respiration, qui est fondamentale, qui est vraiment fondamentale. Et dis. Je respire comme ça vient là maintenant. Et puis, trop bien. Numéro 2. Tu poses la question qui va avec. Dans le texte original, c'est conscient d'une respiration brève, je suis conscient que je prends une inspiration brève. Conscient d'une expiration brève, je suis conscient que c'est une expiration brève. Deuxième, conscient d'une inspiration longue, je suis conscient que c'est une inspiration longue. Conscient d'une expiration longue, je suis conscient d'une expiration longue. Tai, il a changé ça en disant juste simplement conscience de la respiration et ensuite suivre ma respiration tout du long. Following the breath all the way through. Conscient de toute la durée de ma respiration. Quand je dis respiration, c'est l'inspire et l'expire, hein, évidemment. Du coup, l'exercice est conscient de toute la durée de mon inspiration. J'inspire, conscient de toute la durée de mon expiration, j'expire. Et à ce moment-là, c'est vraiment simplement la respiration telle qu'elle est. Et de ne pas essayer de la changer. Je pense que Tai a changé la formulation parce qu'on pouvait justement se dire, ok, c'est bref au début, ça veut dire que le deuxième, il faut que ce soit long. Et donc l'esprit s'accroche à, il faut changer la respiration. Alors que l'idée, c'est de rien changer. On n'essaye pas d'avoir une respiration qui est plus longue ou plus courte. C'est simplement être consciente de la respiration telle qu'elle est au moment où elle est. Si elle est brève, on la laisse être brève. Si elle est longue, on la laisse être longue. Simplement telle qu'elle est. Et que le fait de mettre mon attention sur cette respiration-là, ça la change naturellement. Je sais que si moi, dans l'exemple que je prenais, j'avais de la peur, du coup, ma respiration est un peu saccadée. Parce qu'il y a le cœur qui bat plus vite, le cerveau qui s'échauffe. Du coup, évidemment, esprit et corps ne faisant qu'un, ma respiration change aussi. Tout ce qui est dans ma tête et dans mon esprit affecte aussi mon corps. Le fait que je porte mon attention sur la respiration,
et donc plus dans les pensées qui excitent ma peur, ou mon angoisse, ou mon anxiété, ou ma tristesse, ou ma colère. Le fait que je porte simplement l'attention sur la respiration, après on peut voir dans quelle partie du corps, ça peut être le ventre, parce qu'en effet le ventre c'est un petit peu le tronc, hein, ça peut être aussi les narines, ça peut être où est-ce que je sens ma respiration, qui est un petit peu dû à chacun. Peut-être qu'après 10, 15 respirations, de simplement porter mon attention sur elle, eh ben elle change. Quand on parle d'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la pleine conscience, elle vient et puis elle change les choses sans vraiment... On parlait de effortlessness tout à l'heure, du non-effort. Ça change les choses sans effort. C'est un petit peu comme le soleil. Hein. C'est un peu comme le soleil qui brille et qui change la végétation, mais sans forcer. Il ne va pas forcer une fleur à s'ouvrir, il ne force pas les pousses à sortir de la terre. C'est juste que le soleil est là et que naturellement la végétation change. Et que naturellement, il y a la photosynthèse qui se fait, mais le soleil est juste là, il ne fait rien de particulier. Hein. Mais il y a tout qui interagit avec le soleil. Et l'énergie de la pleine conscience, c'est un petit peu la même chose. On utilise cette énergie et elle change ce vers quoi elle se pose, ce sur quoi elle se pose. En l'occurrence, là, elle a changé ma respiration. En l'occurrence, là, au bout d'un moment, je me sentais beaucoup plus paisible dans mes pas. Hein, sans que je fasse rien, sans que je me dise, il faut que je change la situation. C'est juste vraiment de revenir et de porter mon attention sur mes pas et sur ma respiration. Du coup, dans le moment présent, dans quelque chose qui est réel, pas dans ce qui se passe dans la tête. Souvent, c'est pas très réel. C'est beaucoup de cinéma qu'on pense parfois, qui est tellement ancré qu'on pense que ça devient une réalité. Mais c'est là où le corps, la respiration, le corps est tellement important. C'est qu'on a c'est une réalité incarnée qui est là. Et pas juste nos pensées. Pas juste nos pensées. Dans cette respiration et dans ces respirations-là, c'est aussi une manière de toucher que on n'est pas juste nous, hein. Que quand on respire, ça va être un truc complètement débile que tout le monde sait, mais les arbres, ils rejettent de l'oxygène, que nous on respire, nous on rejette du CO2, que eux ils respirent aussi. On est dans une pièce qui a un puits canadien, et du coup qui prend la chaleur de sous la terre. Et là, vous pourrez venir toucher après. Ici, c'est chaud, il y a de l'air chaud qui sort. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'air qu'on est en train de respirer, il y a aussi de l'air de très profond dans la terre qui est là. Les racines des arbres, il y a tout ça qui est là en ce moment. Et que quand je respire, quand je deviens consciente de ma respiration, c'est comme si je respire l'humus de la terre aussi, hein, je respire les profondeurs de la terre. Alors là, c'est concret, mais tout le temps, quand on est dans la forêt, on respire aussi les profondeurs de la terre, on respire les arbres. On respire, c'est l'air, les dinosaures ont respiré aussi. Une inspiration peut être remplie de tout plein de choses. Et peut nous faire toucher aussi tout plein de choses. De voir qu'on n'est pas séparés, que ma respiration n'est pas séparée de la respiration des arbres. Et que quand je me sens un petit peu justement séparée, un peu seule, dans les moments de solitude, d'angoisse, de savoir qu'en une inspiration ou un pas, là, je peux me reconnecter aux choses, par quelque chose qui est très concret, je veux dire qui est scientifique. Je pense que tous les scientifiques savent qu'on respire les arbres, hein, qu'il n'y a pas besoin d'être des hippies pour penser ça. C'est quelque chose qui est très scientifique, notre connexion. Je pense que de plus en plus dans le monde scientifique, on revient à ces choses-là, on redécouvre des choses qui ont été been around for a while, mais on a l'impression d'être très intelligent, de redécouvrir les interconnexions de tout.
Quand on respire comme ça, la respiration, ça fait partie du corps. Et la troisième respiration, c'est j'inspire et je prends conscience de mon corps. J'expire et je prends conscience de mon corps. Et puis la quatrième, j'inspire et je détends mon corps. J'expire et je détends mon corps. On a un corps qui est là et qui est souvent plein de tensions, qui est souvent fatigué peut-être, surtout avec l'automne, à ce mois de novembre, il y a beaucoup de fatigue, hein, aussi parce que c'est un temps où tout revient, les arbres, tous les animaux reviennent vers un rythme hivernal plus lent. Et puis nous, on a décidé que non, on allait continuer comme si c'était le printemps et l'été. Et qu'il fallait avoir la même pêche que quand c'est le printemps et l'été, qu'il faut avoir la même efficacité que quand c'est le printemps et l'été, qu'il faut donner au travail pareil, donner à la maison pareil, que c'est, je sais pas pourquoi on s'est dit qu'il fallait continuer comme ça, à vivre exactement pareil, avec des mêmes rythmes, alors que tout autour de nous nous dit qu'il y a un rythme qui change. Donc fatigue, donc des petites crèves qui viennent, donc peut-être plus de tension, hein. On a un corps qui est là. On a un corps qui est là et qui nous dit bien qu'il est là de temps en temps. Qui nous dit bien qu'il est là. Et de voir que ce corps, c'est notre objet de pratique. C'est avec lui qu'on pratique, c'est avec lui qu'on traverse ce moment de vie. Et c'est lui vers qui on revient. Et c'est en lui qu'on s'ancre. Et c'est lui qui peut nous raconter aussi beaucoup de choses. C'est lui qui a subi aussi beaucoup de choses, c'est lui qui a vécu beaucoup de choses depuis qu'on est sur cette planète et même avant quand on était dans le ventre de notre maman. Et du coup qui a aussi été imprégné de beaucoup de choses, agréables, désagréables, parfois traumatisantes, parfois des choses qui restent avec nous toute notre vie, de beauté aussi, tout plein de choses que ce corps transporte, hein, et qui a besoin de notre soin, qui a besoin qu'on revienne vers lui, qui a besoin qu'on soit là avec. Alors c'est très facile de ne pas vouloir être avec le corps, pour toutes sortes de raisons différentes. Toutes sortes de raisons différentes. Il y a aussi l'importance de pouvoir de se sentir à la maison dans ce corps, hein, et de se laisser porter aussi par ce corps. Ce que j'aime dans l'histoire de la petite Anna qui va dans la montagne des dieux, c'est qu'elle fait rien. Elle fait rien, elle s'endort. Elle boit, elle s'endort, basta. C'est la seule chose qu'elle a fait. Bon, elle a quand même essayé d'aller chercher, quand même. Elle a essayé d'aller chercher ses pétales. Oui, il y a eu un désir qui l'a mise en mouvement. Mais après, elle a bu et elle s'est endormie et elle n'a rien fait. Et il y a une transformation qui s'est passée naturellement. Et de voir que notre corps, il a cette capacité-là à guérir naturellement. Quand si on lui donne le repos, quand les animaux ils sont malades ou ils sont blessés, ils se mettent dans un coin de la forêt et puis ils pensent plus à manger ou à courir après d'autres animaux, juste ils se reposent. Et c'est parce qu'ils savent que les cellules vont se refaire. Quand on se coupe, on sait qu'on va pas, on fait pas une crise de panique en pensant que tout notre sang va gicler et qu'on va mourir d'une petite coupure, on est d'accord. On sait que le corps a la capacité de doucement se refaire. Et des cellules qui vont venir, et peut-être on va avoir une petite cicatrice, mais le corps est incroyable, vraiment. Il a une capacité incroyable à se refaire, à se régénérer. De savoir est-ce que je lui donne ce temps de simplement boire et dormir. Hein?
Est-ce que je lui donne ce soin? Ce qui est... je pense qu'on a tous besoin de soins. D'ailleurs, on voit comment l'industrie du bien-être et du soin à soi explose en ce moment. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. On est tous en besoin énorme de soins. Et notre corps a besoin de ce soin-là. Et quand on est dans un endroit comme ici, on sent que c'est ça que ça fait, ce soin. Une des raisons pour lesquelles j'adore la Suisse, c'est le soin qu'il y a aux choses, dans une grande simplicité. Un lieu comme ici, ça montre ça, un grand soin aux choses. Beaucoup de simplicité, mais tout est soigné, beau, et que ça donne envie de rester en fait. Hein, j'ai entendu plusieurs personnes qui disent moi je ne vais pas bouger, je vais rester ici ce week-end et puis la semaine d'après. Hein, que ça donne envie de ça, parce qu'il y a un soin qui est là, on sent qu'on est nourri par ce soin-là, que le corps il peut se relâcher, qu'on a envie de juste être posé dans un de ces magnifiques fauteuils en osier avec une tasse de thé, et puis regarder les montagnes dehors, et puis rien faire. Boire son thé et rien faire. Hein, et que ça c'est devenu un luxe, de pouvoir laisser son corps se reposer. De pouvoir donner à son corps aussi des environnements comme ça. On voit dans la nourriture. Manger, c'est un soin au corps aussi. Le soin qu'il y a ici, dans la manière dont c'est présenté, visuellement. Hein. Le corps, c'est tous les sens. Revenir au corps, ça peut être dans tous les sens. Par les yeux, par les oreilles, par le nez, par le corps. Hein. Quand on donne un hug à quelqu'un, c'est aussi le corps, c'est les cellules qui parlent. Et si je peux rester avec... dans la tradition au village des pruniers, on a une méditation qui c'est le hugging meditation. C'est la méditation de l'étreinte. C'est une méditation très importante. Parce que on prend soin de notre corps et on prend soin du corps de quelqu'un d'autre. Et on reste pendant 3 respirations avec la personne qu'on a dans les bras. Et on voit la préciosité d'avoir un corps vivant dans nos bras. Une personne qu'on aime, qui est vivante, qui respire aussi. On ne sait pas pour combien de temps encore. On ne sait pas pour combien de temps nous, on va respirer encore. Mais là, dans ce moment présent, alors que je respire, alors que toi tu respires, et qu'on est dans les bras l'une de l'autre, on est vivantes toutes les deux à ce moment-là. Et là, c'est un soin au corps et à l'esprit en même temps. Encore une fois, parce que les deux ne sont pas séparés. De prendre soin du corps et de prendre soin des différents corps. Quand je dis différents corps, c'est qu'il y a beaucoup le corps de notre planète qu'on pense qui est souvent un corps différent du nôtre. Hein, on a beaucoup de choses maintenant, il veut dire qu'il faut prendre soin de l'environnement, comme si l'environnement était en dehors de moi. Voir est-ce que je peux voir le corps de la planète comme mon propre corps et prendre soin du corps de la planète comme je prendrais soin de mon corps à moi. Prendre soin de mon propre corps comme je voudrais pouvoir prendre soin du corps de la planète. Est-ce que je suis aussi douce, aussi attentionnée, que comme je voudrais pouvoir être douce et attentionnée et prendre soin et respectueuse du corps de la planète? Est-ce que je peux faire ça aussi avec le mien? Et il y a des énergies qui font que c'est difficile parfois et que c'est OK. C'est OK. Mais simplement de pouvoir respirer et de revenir au corps. J'inspire et je sais qu'il y a mon corps qui est là. J'expire et puis je peux détendre mon corps, hein, comme on a fait pendant la relaxation hier. De prendre soin de mon corps.
qu'on n'en a qu'un seul. Les deux d'après, je suis consciente du temps aussi. Quand cette conscience du corps, ça peut être, encore une fois, c'est pas seulement fait pendant la méditation assise, hein, c'est quelque chose que je peux faire tout au long de la journée. Quand je mange, quand je marche, quand je suis dans le métro, c'est quelque chose que je peux revenir à ce corps qui est là et détendre et voir, ok, elles sont où les petites tensions? Est-ce que j'arrive à mettre mon attention et puis à l'expire, juste détendre encore un petit peu plus. Hein? Je sens que c'est beaucoup les poumons qui ont besoin d'attention en ce moment. Sans vouloir vraiment rien faire, juste porter mon attention. Et l'attention, encore une fois, c'est comme le soleil. Ça va changer quelque chose. Ça va changer le corps. C'est simplement avoir cette présence parce que je suis là. Je suis pas ailleurs. Hein, de pouvoir être là. Le 5e et 6e exercice, c'est générer la joie. Et générer le bonheur. J'inspire et je génère un sentiment de joie. J'expire et je génère un sentiment de joie. J'inspire et je génère un sentiment de bonheur. J'expire et je génère un sentiment de bonheur. On peut voir que ça, c'était le corps. Et ça va être sur les sensations. De pouvoir générer un sentiment de bonheur et un sentiment de joie. Et ce qui est assez impressionnant, enfin, je ne sais pas si c'est impressionnant, mais que, encore une fois, c'est un texte que le Bouddha, lui, il a émis il y a 2600 ans. De voir que déjà, il y a 2600 ans, il y avait un besoin de revenir à son corps et de détendre le corps, évidemment. Il y avait un besoin de pouvoir générer des sentiments de joie et de bonheur. Après, ça va être pour prendre soin des sensations et des émotions compliquées, difficiles et douloureuses, et d'étendre ces sensations-là. Mais qu'avant ça, il y a un besoin de générer des sentiments de joie et de bonheur. Et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, encore plus, je dirais. Hein, parce qu'on est un petit peu bombardé de négativité. Il y a 2600 ans, on savait ce qui se passait dans son village. À la limite, ce qui se passait dans le village d'à côté, mais peut-être pas plus que ça. Maintenant, on sait, à chaque moment, on peut savoir ce qui se passe partout. Et malheureusement, c'est souvent des choses qui vont pas bien qui nous arrivent. Alors heureusement qu'il y a des médias qui s'activent pour aussi dire les choses qui vont bien, mais beaucoup dans ce qu'on voit dès qu'on allume le téléphone, la radio, tout ça, c'est des choses qui sont très négatives. C'est important de pouvoir savoir et de pouvoir être avec le négatif. Mais avant ça, c'est est-ce que moi, je suis assez solide à l'intérieur de moi-même? Est-ce que j'ai assez d'espace à l'intérieur de moi-même? Est-ce que j'ai assez de fraîcheur pour pas me laisser complètement embourber par toute cette négativité? Ou que j'entends quelque chose et je me sens complètement déprimée par tout ce qui se passe. Hein? D'où la nécessité hyper importante en ce moment, encore plus, de nourrir des choses de joie et de bonheur, des sensations de joie et de bonheur à l'intérieur. Et qui peuvent être très simples. Et on n'a surtout pas besoin de se sentir coupable. C'est pas parce qu'il y a une guerre horrible et des choses terribles qui se passent ailleurs que moi, je dois me sentir coupable de pouvoir être bien et d'avoir des sensations de bonheur et de joie. Au contraire. Au contraire. Parce que si moi j'ai de la négativité, si moi j'ai de la tristesse, si moi je ressens du désespoir, c'est ça que je rajoute dans l'énergie collective. C'est ça que je vais rajouter. Ça va aider personne. Alors que si je peux prendre un moment de regarder la neige qui tombe, si je peux prendre un moment et simplement respirer et être bien, c'est ça que je rajoute aussi. C'est ça que je vais offrir non seulement à mon propre corps, qui va se détendre,
aux gens qui sont autour de moi, les personnes avec qui je travaille, mes élèves, ma famille, les gens que je vais rencontrer. Et c'est ça qui va émaner de moi, c'est une solidité, c'est une fraîcheur, c'est un sentiment d'espace. Parce que c'est ça que j'ai nourri, cette paix-là à l'intérieur. Et c'est ça dont on a tous besoin. Je pense qu'on est tous d'accord. On a besoin encore plus de générer cette joie et ce bonheur, et cette harmonie, et cette bonté entre chacun d'entre nous. Que les environnements dans lesquels on est, tout environnement dans lequel on est, si on peut créer des environnements de soins, comme ici. Alors, avec ce qui est là dans notre environnement, évidemment. Des environnements de soins où les personnes se disent « Ah, bah, il fait bon à être ici. Je resterai bien un peu plus. » Parce que ça nourrit de la joie, parce que ça nourrit un bien-être, un bonheur d'être là. Kadvi, je peux raconter ce que tu m'as raconté ce matin? Ouais. Kadvi, elle est enseignante pour des petits de 11 ans, en 8e. Et elle me racontait ce matin que elle leur enseignait sur le sens propre et le sens figuré. Comment enseigner le sens propre et le sens figuré à des enfants. Et l'exemple qu'elle prenait, c'était d'avoir le cœur sur la main. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur sur la main? Et qu'elle demandait à ses élèves, est-ce que vous connaissez des gens qui ont le cœur sur la main? Et puis oui, il y en avait, ici, 2 ou 3. Et puis après, Kadvi a demandé à ses élèves une autre expression qu'on peut prendre, un sens figuré aussi, c'est arroser les bonnes graines. Arroser les graines de joie, arroser les graines de bonheur, arroser les bonnes graines chez les autres. On a tous des graines, on a tous des choses, des qualités à l'intérieur qui ont besoin d'être arrosées. Et que si on les arrose, elles vont pousser. Si on arrose notre joie, c'est la joie qui pousse. Si on arrose la colère, la négativité, la tristesse, le désespoir, c'est ça qui pousse aussi. Du coup, l'environnement, hyper important. De quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Kadvi disait donc, elle expliquait ça, est-ce que arroser les bonnes graines? Est-ce que vous voulez arroser les graines, peut-être un d'entre vous arrose les graines de quelqu'un d'autre dans la classe, elle demande. Et les enfants se sont pris au jeu d'arroser les qualités d'un de leurs petits camarades. Et que ça a duré pendant 45 minutes. Et qu'il y a des petits qui ont pleuré. Des petits garçons de 11 ans qui se sont mis à pleurer. Parce qu'il y avait un de leurs camarades de classe, qui les regarde et qui leur dit « c'est ça la beauté que je vois en toi ». Et je le dis à tout le monde. Je te le dis à toi et je le dis à tout le monde. Pendant 45 minutes. Ça a été un environnement de soins pendant 45 minutes, cette classe. Et c'est pas juste Kadvi qui l'a fait, c'est tous les enfants qui l'ont fait. Kadvi, elle a mis les conditions nécessaires à quelque chose de magique. Là, si ça, c'est pas de la magie, si c'est pas de l'eau magique là à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? De voir que pendant ces temps-là, des enfants, c'est pas ça forcément qu'on nourrit à l'école quand on a 11-12 ans. C'est pas forcément ça qu'on nourrit les uns, c'est pas comme ça qu'on se parle. On nourrit pas forcément la joie et le bonheur les uns chez les autres. On oublie de le faire, même avec les personnes qu'on aime. On n'a pas besoin d'avoir 11 ou 12 ans, nous-mêmes. Comment est-ce que je me parle à moi? Quels sont les mots que j'utilise quand je me parle à moi-même? Est-ce que c'est des choses qui nourrissent la joie et le bonheur? Quelles sont les choses que je dis quand je parle aux personnes que j'aime? À ma partenaire, à mon partenaire, à mes enfants, à mes parents, à mes frères et sœurs, à mes collègues? Est-ce que c'est des choses qui nourrissent la joie, qui nourrissent la confiance en elles, la confiance en eux, qui nourrissent le bonheur? Parce que je sais que Kadvi, c'est ce qu'elle a fait, et elle prouve ça, que par des mots, on peut changer un environnement. Avec des enfants. Kadvi me disait que
après cette session-là, qu'ils ont d'ailleurs demandé à refaire, parce qu'ils avaient tellement aimé, après cette session-là, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans l'énergie de la classe. Évidemment, hein, parce qu'on rayonne quelque chose d'autre et on fait rayonner d'autres choses chez les autres. De voir que quand moi j'apprends à nourrir la joie et le bonheur en moi, eh ben, je peux aussi le faire pour les autres. Je peux aussi créer des environnements là où je suis pour nourrir la joie et le bonheur chez les autres. Je suis serveuse dans un petit tea room à Genève et je sais que mon aspiration à être serveuse, c'est ça. C'est créer des environnements où les gens se sentent bien. Créer des environnements où il fait bon être. On a envie de rester plus longtemps. Hein? Pas au niveau marketing pour que mon patron il vende plus de carac ou de vermicelle, c'est pas ça l'idée. Mais pour que les gens se sentent bien. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils se sentent bien dans cet espace-là. Hein? Et que c'est des petites choses toutes simples. Il n'y a pas besoin de faire des week-ends de méditation, c'est ça aussi. C'est des gens qui mais ils en ont rien à foutre de la méditation. Je leur parle, ils me disent oh là là, qu'est-ce que c'est? Vraiment, hein? Vraiment, vraiment. Mais il n'y a pas besoin de le faire. C'est ça qui est magique avec la pleine conscience et la présence aussi. C'est que ce que moi je nourris en moi, c'est ce qui va transparaître de moi. On est d'accord? Si c'est en moi, ça va être là. Si je me suis nourrie de colère et si je suis hyper en colère, parce qu'il y a de tout aussi, bah ça, je vais transpirer la colère aussi. Et puis on n'a pas trop envie d'être à côté, quoi. Hein? Mais que si moi, pendant mon service, quand je vais aux tables, bah, je pratique la méditation marché. Hein? Si quand je fais la vaisselle, mettre les choses dans la vaisselle ou de prendre les tasses et les choses comme ça, mais je pratique d'être consciente de mon corps et de revenir à mon corps et de me reposer et d'être là avec les gens. D'être là avec les gens et de les regarder et d'être là. Pas juste de leur demander s'ils voulaient un expresso ou un latte macchiato. C'est pas juste ça. Hein, c'est d'être là et d'être présente avec quelqu'un. Et on a tous besoin d'avoir des gens qui sont présents autour de nous. On a tous besoin de ça. Et on le ressent tous, cette présence-là. Hein, en tant qu'humain, on ressent s'il y a quelqu'un qui est présent ou qui n'est pas présent. Sans avoir besoin de savoir rien du tout sur la méditation ou la pleine conscience. C'est quelque chose qui est inné. Qu'on sent. C'est que je parle et puis il y a quelqu'un qui ne m'écoute pas, on le sait. Hein? Si je parle et il y a quelqu'un qui est vraiment là, qui me voit vraiment, qui m'écoute et qui m'entend vraiment, je le ressens aussi. Et puis ça change quelque chose à l'intérieur de moi. La pleine conscience, la pleine présence de l'autre encore, comme ce soleil-là, ça change naturellement quelque chose à l'intérieur de moi. Peut-être ça va me faire dire des trucs que j'avais même pas pensé encore. Hein? Ça va me faire voir des choses à l'intérieur que j'avais encore pas vues. C'est la pleine conscience qui est là. Et que moi, je peux être aussi ça pour les autres. Que je peux être ça pour les autres, que je peux être un soleil de pleine conscience pour moi-même et puis pour les autres qui sont autour de moi. Dans n'importe quel environnement. De pouvoir nourrir la joie et le bonheur et le soin, le bien-être, pas au sens marketing du bien-être, le profond bien-être. Être bien. Pas juste être bien pour 2 secondes dans un spa. Hein? Un bien-être profond qui s'inscrit doucement. C'est quelque chose qui, quand on parle de la pratique de la pleine conscience, c'est quelque chose qui vient doucement. Hein? C'est quelque chose qui, au fur et à mesure, parce qu'on va oublier. La pleine conscience, c'est aussi une graine qui a aussi besoin d'être arrosée. Toutes les petites choses, les exercices qu'on fait, c'est pour nourrir cette énergie de pleine conscience, cette graine de pleine conscience à l'intérieur de moi-même, qui fait qu'elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, elle va me faire d'être, elle va me permettre d'être de plus en plus là pour les choses, d'être de plus en plus là pour moi-même, pour mon corps, pour mes émotions, pour mes sensations corporelles, pour les personnes avec qui je suis dans des moments précis, pour le monde, d'être de plus en plus là pour être nourrie des belles choses. Et j'ai besoin de l'arroser, cette graine de pleine conscience. Je suis consciente du temps et je suis consciente que ma voix est en train de
gentiment, mon corps me dit que c'est gentiment l'heure d'arrêter de parler. Pendant ces temps d'être ensemble pendant ce week-end, je voudrais nous proposer, nous inviter à être comme cette jeune fille, de rien faire, hein, de se reposer, de boire notre thé et de dormir, de se reposer dans les actions qu'on fait et de laisser ce qui se passe ici, de laisser ce soin qui est là, en nous, autour de nous, de laisser cette énergie collective de bienveillance, de présence, nous nourrir et puis nous guérir aussi. De laisser notre corps et notre esprit être poreux, de pouvoir ouvrir nos cellules à ce qui est là, à ce qui est beau, à ce qui est bon, et d'en être profondément nourri. Laisser changer nos cellules, comme l'eau magique qui change les cellules de cette jeune femme. Sans rien avoir à faire d'autre, sans effort à mettre. D'avoir confiance que notre corps et notre esprit a la capacité et l'intelligence, la connaissance, le knowledge de faire ça. Qu'il l'a fait pendant des années, des générations et des générations. De prendre complètement refuge dans notre corps et dans le corps de la planète qui est là aussi.